Bonjour à tous, merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité pour vous parler du projet Complexité. Merci Raphaël pour l'introduction. Donc Complexité, c'est un projet de recherche qui a été co-construit de façon participative. Je vais vous présenter tout à l'heure l'ensemble des participants. C'est un projet qui s'intéresse aux situations dites complexes, très complexes en troubles du neurodéveloppement. Les situations dites très complexes sont les situations de rupture de parcours des personnes. Et donc dans ce projet de recherche, l'un des objectifs, c'est de s'intéresser aux personnes concernées, à leurs aidants professionnels et familiaux pour caractériser leur profil et également leurs besoins. Alors, pour pouvoir co-construire ce projet, on a rassemblé une quarantaine d'acteurs de différents milieux. On a pu réunir 3 centres d'excellence autisme et troubles du neurodéveloppement, donc le centre d'excellence iMind, le centre d'excellence Exacté et le CEAND. Et on a aussi bien sûr intégré le centre de référence maladie rare Génopsy, avec également le CH du Vinatier. On a demandé, proposé à nos associations partenaires en autisme de participer avec nous. Et on a également demandé aux professionnels des établissements et structures médico-sociales qui accompagnent les situations très complexes de pouvoir co-construire ce projet. Il a été financé par la CNSA et il a été porté également par la délégation interministérielle et par le groupement d'intérêt scientifique pour l'autisme. Alors ça faisait beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes et on a choisi de se réunir à la fois en visio, à la fois en présentiel. Là, vous voyez une photo de nos rencontres à la Maison de l'Autisme en mars dernier. Et en une dizaine de rencontres, on a pu aborder chacune des étapes essentielles de la construction du projet de recherche. Au fil des discussions, il y a des questions essentielles qui se sont profilées. Et vraiment, la première étape, ça a été de s'interroger sur finalement, qu'est-ce que cette complexité? Est-ce que c'est une complexité des personnes? Est-ce que c'est une complexité des environnements? Est-ce que c'est une complexité du parcours? Est-ce que c'est une complexité finalement qui est un petit peu tous ces éléments à la fois? Et si jamais on doit y répondre, est-ce qu'on va identifier une complexité, un point commun entre toutes ces situations en rupture de parcours, ou est-ce qu'on va identifier plusieurs complexités? J'ai beaucoup aimé la métaphore de Sophie Biette, qui est l'une de nos partenaires associatifs pour l'UNAPI, qui disait qu'en fait, c'est un petit peu comme essayer de considérer entre un avion démontable en petites pièces ou alors une mayonnaise. Pour elle, en fait, il y a plusieurs formes de situations qui sont compliquées. La situation compliquée, on peut identifier les facteurs et on peut y répondre, soit des facteurs liés à la personne, soit des facteurs liés à l'environnement. La mayonnaise, c'est différent. Il y a eu un liant à un moment, ça a coagulé. Maintenant, c'est indissociable. Et pour elle, c'est ça, les situations dites complexes. C'est ce qu'on a essayé de conceptualiser avec ce schéma. Est-ce que ce serait une association, une augmentation des difficultés finalement liées à la personne et à l'environnement qui donne la situation complexe, qui donc demande énormément d'aménagement pour pouvoir répondre aux besoins et qui, quand ces aménagements sont dépassés, donne la situation très complexe, celle qu'on a du mal à caractériser et celle qui est à risque de rupture de parcours. Alors, que dit la littérature pour nous aider à mieux comprendre finalement les caractéristiques dont nous sommes en train de discuter? Alors, le problème, c'est que la littérature ne dit pas grand-chose, la littérature internationale scientifique en tout cas, de la rupture de parcours, parce que la rupture de parcours, c'est une notion qui est très bien connue, qui nous parle à tous quand on est en accompagnement en vie réelle, mais qui, dans la littérature internationale, en fait, ne porte pas encore de dénomination. Par contre, on peut dire beaucoup de choses des facteurs qui sont associés. On sait des choses de ce que nous, on pense être associés. C'est-à-dire qu'on sait que les comportements des filles, qui, comme professeur Demilly nous le disait tout à l'heure, sont des comportements dont l'intensité, la durée, la fréquence va être telle qu'elle va mettre en péril l'inclusion de la personne dans la société. On sait que c'est particulièrement associé aux ruptures de parcours. Et par là même, les variations génétiques, puisque les personnes qui sont porteuses d'une maladie rare vont avoir davantage de risques de présenter des comportements défis.
On sait que aménager la communication, c'est hyper important. S'il n'y a pas d'aménagement de la communication, il y a des comportements défis. On sait qu'il va y avoir besoin de stimulation. L'inactivité est associée au comportement défi, donc aux ruptures de parcours. Voilà. Donc on sait des choses, mais pour la rupture de parcours proprement, et dans cette association comportement défi chez l'adulte, dans les contextes de troubles du neurodéveloppement, il faut faire des études. Alors, comment est-ce qu'on va faire notre étude? Pour la complexité, on en a aussi discuté tous ensemble, et on s'est appuyé sur les unités résidentielles pour personnes avec troubles du spectre de l'autisme, parce que ces petites unités, il y en a une quarantaine en cours d'ouverture en France, vont être les unités qui répondent justement aux situations les plus complexes. En accueillant 6 personnes maximum, avec un accompagnement renforcé, des professionnels formés en 1 pour 1 et une architecture adaptée. Donc, si on veut pouvoir un peu mieux comprendre la complexité, eh bien, on va pouvoir mettre des critères d'inclusion dans notre recherche qui sont basés sur les unités résidentielles. Donc, à partir de 16 ans et plus, des personnes qui présentent un trouble du neurodéveloppement, qui ont bénéficié d'un groupement opérationnel de synthèse ou d'un plan d'accompagnement global de niveau 3. Ça, ce sont les dispositifs qui sont mis en place quand il y a une rupture de parcours et qui sont actuellement hébergés en établissement et structure médico-sociale. Donc, une recherche multicentrique autour de ces petites unités, mais pas que, parce qu'il y a aussi des situations très complexes accompagnées dans d'autres établissements, et une cohorte historico-prospective, parce qu'on veut s'intéresser au parcours pour pouvoir définir qui sont ces personnes, quelle est leur trajectoire, et quel est le besoin et l'impact pour les aidants de ces situations très complexes. Donc un protocole qu'on veut comparatif pour pouvoir essayer d'identifier des particularités plus spécifiques, et qu'on veut aussi prospectif, avec réévaluation des mesures pour mesurer l'évolution de la trajectoire. Quand on a discuté un petit peu maintenant de quels indicateurs on allait mesurer, au départ, c'est un petit peu le schéma de ce qu'on avait proposé. Donc, la personne concernée, et puis l'aidant professionnel et le proche aidant, et puis ce que la littérature nous donne, qu'on puisse évaluer. Donc, pour l'aidant professionnel, mesurer le burn-out, mesurer les besoins et la santé globale et psychique. Pour la personne concernée, son parcours, les éléments cliniques, les éléments de prise en charge, notamment les traitements et la polymédication, les comorbidités aussi. Et puis pour le proche aidant, mesurer ce qu'on appelle le fardeau, donc la surcharge associée, et la santé globale et puis les besoins. Et alors là, on a eu une petite difficulté dans le protocole participatif, puisqu'encore une fois, nous étions très nombreux. Et puis voilà, ça c'est le nombre d'indicateurs qui est ressorti du brainstorming. Donc, comme le disait Amélie tout à l'heure, on ne peut pas se lancer dans ce périple-là, il faut que ce soit faisable. Et donc on était dans un choix cornélien, on ne voulait pas imposer nos choix non plus. Voilà, ce qu'on a proposé de faire, c'est de finalement demander à des personnes extérieures au groupe participatif de valider un peu des pré-choix. Donc on a demandé, on a envoyé un questionnaire aux établissements et structures médico-sociales et au groupe d'experts du CRA. On a eu 131 retours, on était vraiment très très contents. Et on leur a demandé de nous dire, est-ce que vous trouvez que c'est faisable et pertinent, différentes échelles de mesures qu'on voulait proposer. Et donc on a pu sélectionner à partir de leurs réponses assez naturellement quelques échelles d'évaluation qu'ils trouvaient, en tout cas les personnes qui connaissaient les outils, l'échantillon de personnes, 60% trouvaient que c'était faisable et pertinent. Et donc on a pu définir les paramètres que nous allions évaluer pour la personne concernée en termes de communication, de profil adaptatif, cognitif, de traitement, les comportements défis, etc. Et un autre élément très 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 important qui est ressorti au protocole participatif, c'est le fait de ne pas oublier la génétique. Parce que ça, c'est quelque chose qui est ressorti, c'est l'importance qu'on puisse offrir aux personnes qu'on va évaluer l'accès au diagnostic de précision, qui est quelque chose qui normalement doit être en place, mais avec les difficultés d'accès aux soins, c'est compliqué. Et donc on est en train de construire un partenariat avec la filière Handirard et avec ce dont nous parlait tout à l'heure Laurence Fèvre, le projet d'évaluation en ESMS pour le diagnostic génétique,
voilà, de pouvoir avoir un partenariat pour que le diagnostic génétique puisse être facilité et réalisé dans la cohorte que nous allons accompagner. Donc rendez-vous en 2028, le temps qu'on puisse recueillir tous les indicateurs et analyser les données. Et on pourra diffuser les résultats par différents moyens, notamment le webinaire de la recherche sur l'autonomie de la CNSA et un congrès des situations complexes que nous allons organiser donc pour 2028. Merci beaucoup.